La fille de ma sœur a poussé les restes sur mon assiette et a dit « Maman dit que tu es le déchet de la famille ». Je n'ai pas réagi. Plus tard cette nuit-là, après le dîner de famille, maman a envoyé un message dans la discussion de groupe « Tu es banni de nos vies ». Papa et ma sœur ont aimé ça. J'ai souri et répondu « Très bien. Tout ce qui est à mon nom disparaît demain. » Puis j'ai quitté le groupe. Je m'appelle Amélie, et j'ai 36 ans. Lors d'un brunch du Nouvel An à Lyon, la salle était bruyante de cette manière polie et performative que les familles adoptent quand elles veulent que tout paraisse normal. J'étais à mi-chemin de mon assiette quand une petite ombre s'est glissée à côté de ma chaise, stable et délibérée, comme si cela avait été répété. Une main d'enfant a incliné une assiette à moitié mangée, et des restes chauds se sont effondrés sur ma nourriture en plein centre, comme si j'étais une poubelle que quelqu'un avait oublié de sortir. Puis elle m'a regardé et a dit « Maman dit que tu es le déchet de la famille ». Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas tressailli, je n'ai pas argumenté, je n'ai même pas regardé autour de moi pour voir qui observait, car je savais déjà qu'il le faisait. J'ai simplement fixé le désordre sur mon assiette et j'ai senti quelque chose en moi devenir silencieux. Le genre de silence qui ne vient pas avec les larmes, il vient avec une décision. Cette nuit-là, après que tout le monde fut rentré chez soi et que la discussion de groupe fut restée calme un moment, mon téléphone s'est allumé avec un message de maman, « Tu es banni de nos vies ». 2 personnes y ont réagi immédiatement. Rapide et désinvolte, comme si appuyer sur un bouton était plus facile que de me regarder dans les yeux. J'ai souri à mon écran et j'ai tapé une seule ligne, « Très bien. Tout ce qui est à mon nom disparaît demain. » Puis j'ai quitté le groupe. À minuit, les messages n'arrêtaient pas d'arriver paniqués et fragmentés, comme si quelqu'un avait débranché une prise et qu'il commençait à peine à entendre le silence. Avant que je vous dise ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. De retour dans mon appartement cette nuit-là, le silence semblait plus lourd que les murs. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et l'ai laissé là, vibrant contre le stratifié comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. L'habitude m'a fait allumer la lumière de la cuisine, mettre la bouilloire en marche, accomplir les mêmes petits gestes que je répétais depuis des années. La seule vraie différence était dans ma poitrine. Quelque chose qui avait l'habitude de se plier automatiquement aux crises des autres s'était finalement rigidifié. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 36 ans, et si vous regardiez ma vie sur le papier, vous diriez que je m'en sors bien. J'ai un emploi stable dans les opérations pour une entreprise de logistique dans le sud de Lyon. Un appartement d'une chambre sans ascenseur que je paie à temps, pas d'enfants, pas d'animaux, pas de partenaire avec qui négocier. Mon score de crédit est le genre de chiffre qui fait sourire les banques. Rien de tout cela n'est la raison pour laquelle ma famille a besoin de moi. Ils ont besoin de mon nom. Ma sœur cadette, Chloé, a 3 ans de moins que moi et est le centre de l'univers Dubois depuis qu'elle sait parler. Mes parents, Sylvie et Philippe, ont construit leur journée autour de tout ce qu'elles voulaient, même lorsque nous étions enfants. À l'époque, c'était des leçons de danse et de nouvelles baskets. Maintenant, c'est un SUV qu'elle ne peut pas se permettre, une image qu'elle ne peut pas maintenir, et une fille à elle, Léa, à qui l'on a appris que les adultes qui paient pour sa vie ne m'incluent pas. Pendant plus d'une décennie, chaque fois que quelqu'un dans ma famille prenait du retard, la solution passait discrètement par moi. Quand mes parents étaient à quelques mois de perdre leur maison de ville à cause d'arriérés d'impôts et d'une deuxième hypothèque qu'ils ne comprenaient pas, j'ai contracté un prêt personnel assez important pour régler le pire. Le paiement mensuel quitte toujours mon compte le même jour chaque mois, une somme à 4 chiffres en euros prélevée avant même que je voie mon salaire. Quand Chloé a voulu une voiture plus récente pour la sécurité de Léa, le concessionnaire ne voulait pas la qualifier seule. Alors, j'ai signé en tant que signataire principal sur le bail. Le paiement est prélevé automatiquement sur mon compte. L'immatriculation, le taux d'assurance plus élevé et les péages de ces excursions du week-end dans les Alpes sont tous débités sur des cartes à mon nom. Quand l'emploi à temps partiel de Sylvie a cessé d'offrir des avantages sociaux, je l'ai ajouté au régime de santé de mon entreprise. La prime est déduite de mon salaire, et les tickets modérateurs sont sur ma carte. Quand le prix de la prescription pour l'hypertension de Philippe a augmenté, j'ai dit à la pharmacie de garder sa carte enregistrée sous la mienne pour qu'il ne s'inquiète pas. Même le programme périscolaire de Léa, le club de codage dont Chloé se vante auprès de ses amis, m'est facturé directement. Les frais mensuels semblent faibles si on les regarde seuls.
ils ne semblent pas faibles quand on les empile à côté du forfait téléphonique familial, de l'Internet qui est à mon nom et des abonnements auxquels tout le monde se connecte depuis son salon pendant que je mange des restes au-dessus de l'évier. Rien de tout cela n'a jamais été formulé comme une demande. Au début, cela ressemblait à de la flatterie. Tu es si organisé, Amé. Tu es doué avec l'argent. On serait perdu sans toi. Ces phrases étaient le papier cadeau. À l'intérieur se trouvait la même supposition à chaque fois, je réparais les choses parce que c'est ce que je fais. Avec le temps, il a cessé d'y avoir des conversations. Les factures migraient simplement vers moi. Les avis étaient transférés, les identifiants de connexion changeaient de main, et d'une manière ou d'une autre, je suis devenu la personne dont le nom apparaissait sur tout ce qui était important tout en étant traité comme une invitée à chaque événement familial. Les urgences de Chloé étaient traitées comme des catastrophes naturelles. Mes heures supplémentaires et mes seconds emplois étaient traités comme la météo. Je me disais que c'était ce que les filles adultes faisaient. Tu interviens quand tes parents trébuchent. Tu portes ta sœur à travers les moments difficiles jusqu'à ce qu'elle rattrape son retard. Tu ne détailles pas chaque sacrifice ni ne demandes des applaudissements. Tu continues simplement parce que l'alternative ressemble à une trahison. Debout dans ma petite cuisine avec la bouilloire qui sifflait et mon téléphone qui vibrait sur le comptoir, j'ai réalisé que je pouvais lister chaque montant que je payais pour eux, mais que je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois où l'un d'eux m'avait demandé ce que cela me coûtait. Je connais par cœur chaque date d'échéance et chaque mot de passe lié à leur confort. Je peux imaginer la couleur du logo de chaque entreprise quand je ferme les yeux, de la même manière qu'une infirmière apprend les étiquettes des médicaments. Ce que je n'ai pas, c'est une seule feuille blanche où tout cela est rassemblé. J'ai toujours évité cela, me disant que l'amour n'a pas sa place dans une feuille de calcul, que la famille n'est pas censée ressembler à un compte que l'on rapproche. Cette nuit-là, pour la première fois, l'absence de cette feuille m'a semblé moins une vertu qu'un déni. Quand la bouilloire s'est éteinte, j'ai finalement pris mon téléphone. L'écran était bondé de notifications, des icônes empilées se disputant l'attention. La discussion de groupe se trouvait en haut, figée sur mon dernier message. Je l'ai ignoré et j'ai ouvert mon application bancaire à la place. La roue de chargement a tourné une fois, puis mes comptes sont apparus. Des chiffres nets et indifférents qui m'avaient toujours semblé distants ressemblaient maintenant à quelque chose que je pouvais reprendre. Je suis allé directement à la section des paiements récurrents. La liste était plus longue que je ne voudrais l'admettre. Mon propre loyer et mes factures se trouvaient en haut. Puis venaient les autres, une ligne pour un prêt lié à la maison de ville de mes parents, marqué de leur adresse mais de mon nom, un paiement de location pour un SUV immatriculé au nom de ma sœur, une charge pour un régime d'assurance maladie avec 3 personnes à charge, des frais récurrents pour un programme périscolaire étiqueté au nom de Léa, un forfait téléphonique familial avec plusieurs lignes, l'Internet à domicile à une adresse qui n'était pas la mienne, des comptes de streaming et d'autres abonnements, tous liés à mes cartes. Pendant des années, j'avais fait défiler cette page sans vraiment la voir. Cette nuit-là, elle semblait différente. Chaque ligne était une histoire sur qui avait eu le droit de se détendre et qui ne l'avait pas eu. Chaque déduction portait une histoire d'appel, de larmes, d'excuses, et de cette gratitude tendue et forcée qui ne s'est jamais transformée en remerciement réel. J'ai ouvert une nouvelle note et j'ai listé chaque obligation avec la personne qui en bénéficiait à côté. Le prêt pour la maison, mes parents. Le bail de la voiture, ma sœur. Le régime de santé, mes parents à nouveau. Le club de codage, ma nièce. Les lignes téléphoniques, presque tout le monde sauf moi. J'ai écrit les montants en toutes lettres au lieu de chiffres, me forçant à en sentir le poids. 4 chiffres ici, 3 chiffres là, des chaînes de 2 chiffres qui ne semblaient pas grand-chose jusqu'à ce qu'elles s'empilent pour former quelque chose d'énorme. Une fois que tout était réuni en un seul endroit, il n'y avait plus rien à contester. Ce n'était pas une poignée de faveurs. C'était une vie parallèle que j'avais payée tout en gardant la mienne délibérément petite. J'ai commencé par les choses qui ne les touchaient que. Le paiement du SUV pouvait être retiré de mes épaules. L'entreprise qui détenait le bail offrait un service d'assistance par chat. J'ai demandé comment cesser d'être le payeur principal et comment acheminer les factures à la personne qui conduisait réellement la voiture. Ils ont été polis mais fermes. Ils ne pouvaient pas réécrire le contrat. Ce qu'ils pouvaient faire, c'était cesser de prélever sur mon compte et envoyer chaque facture directement à l'adresse enregistrée. J'ai confirmé le changement et j'ai regardé le statut se mettre à jour. Le prochain prélèvement ne viendrait pas de mon compte.
Puis sont venues les lignes supplémentaires sur mon forfait téléphonique. Dans les paramètres du compte, chaque appareil avait une étiquette « Maman »,« Papa »,« Chloé »,« Tablette de Léa ». Le mien était le seul dont j'avais réellement besoin. J'ai vérifié les dates de contrat et j'ai pesé la pénalité pour réduire le forfait par rapport à une autre année à payer pour 4 lignes. Les frais pour les couper étaient inférieurs au coût de la continuation. J'ai programmé le changement pour le prochain cycle de facturation. Leur téléphone ne s'éteindrait pas du jour au lendemain, mais l'avis serait envoyé. Ils auraient le temps de transférer leur numéro et d'apprendre ce que coûte un service quand personne d'autre n'amortit la facture. Pour le paiement du prêt immobilier, j'ai laissé l'accord sous-jacent intact et n'ai arrêté que le prélèvement automatique. La banque enverrait un avis lorsque le virement n'arriverait pas. Mes parents devraient parler eux-mêmes aux prêteurs au lieu de laisser mon solde absorber leur silence. Le programme périscolaire était simple. Il y avait un portail avec un interrupteur pour la facturation automatique. Je l'ai désactivé. Le site avertissait que les frais futurs devraient être payés manuellement pour maintenir l'inscription active. Une bannière rouge est apparue en haut de la page et y est restée même après ma déconnexion. L'assurance maladie demanderait plus de soins. Je ne pouvais pas laisser tomber mes parents au milieu d'une période de couverture sans leur donner une chance de s'adapter. Dans le portail de mon entreprise, j'ai lu les règles pour changer les personnes à charge. Il y avait des fenêtres pour les mises à jour, des pénalités pour les retraits en milieu d'année, et des options pour qu'ils continuent la couverture par leurs propres moyens. J'ai sauvegardé les pages pertinentes et j'ai décidé que cette partie ne bougerait pas ce soir-là. Au moment où j'ai fermé la note, j'avais une carte de chaque connexion entre mes comptes et le confort de mes proches. Certains changements étaient déjà en cours. D'autres attendaient un appel ou un formulaire. Tous étaient visibles d'une manière qu'ils n'avaient jamais été auparavant. Mon téléphone vibrait toujours avec des messages que je refusais d'ouvrir. Je l'ai reposé sur la table, le son coupé, et j'ai fermé l'ordinateur portable. L'appartement avait la même taille qu'il avait toujours eu, mais ma vie ne semblait plus complètement occupée. Un peu avant minuit, le calme dans mon appartement a changé. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer sur la table par courtes impulsions. Je l'ai laissé clignoter quelques fois avant de le retourner. Des bannières de notifications s'empilaient sur l'écran de verrouillage, la plupart étant de nouvelles conversations là où se trouvait autrefois la discussion de groupe. Au-dessus d'elles se trouvaient 2 alertes de ma banque, toutes 2 marquées comme importantes. J'ai ouvert les messages de la banque en premier. Le système avait bloqué un prélèvement programmé lié au prêt immobilier après que j'ai retiré l'autorisation plus tôt dans la soirée. Un autre avis indiquait qu'un prélèvement récurrent pour le bail de la voiture ne pouvait pas être traité et nécessiterait une nouvelle source de financement. Le langage était neutre, mais le moment signifiait que ces alertes arrivaient dans plus d'une boîte de réception, pas seulement la mienne. Quand je suis retourné à l'écran d'accueil, les fils de discussion sont apparus. Un de Chloé, un de Sylvie, un de Philippe, et un d'un numéro inconnu. J'ai ouvert celui de ma sœur en premier. Ces messages s'empilaient les uns après les autres. Au début, elle voulait savoir ce qui se passait avec le paiement de la voiture et pourquoi son application bancaire montrait le prélèvement automatique comme indisponible. Puis le ton a changé en accusation, insistant pour que je règle le problème maintenant parce que j'avais signé pour le bail et parce que, comme elle l'écrivait, mon nom était sur tout. Chaque ligne portait la même supposition qu'elle avait toujours eue, mon rôle était d'absorber les conséquences. J'ai fermé sa conversation sans répondre et j'ai cliqué sur celle de Sylvie. Les messages de maman étaient plus longs. Elle avait transféré le paiement de la maison bloqué et ajouté un paragraphe sur le point où ils avaient failli perdre la maison la dernière fois. Elle appelait la maison de ville, notre maison, et, la seule chose qui nous restait, comme si je n'avais pas été celle qui la soutenait depuis des années. Sa dernière ligne disait qu'elle savait que j'étais contrarié mais me rappelait que la famille ne s'en va pas pour un commentaire impoli d'un enfant. Le numéro inconnu s'est avéré être celui de Philippe. Il avait envoyé moins de textos, mais chacun semblait plus lourd. Il m'a dit que je faisais du drame, que les adultes responsables ne jouaient pas à des jeux avec les hypothèques et les assurances. Il a qualifié la décision d'imprudente. Il ne l'a jamais qualifiée de mienne. J'ai lu chaque message une fois, puis j'ai posé le téléphone et me suis rempli un verre d'eau. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti l'envie de répondre ni d'expliquer, ni de me défendre, ni de proposer un compromis qui mettrait tout le monde à l'aise et me laisserait en difficulté plus tard. J'ai ressenti l'envie de m'assurer que chaque mesure que j'avais prise tiendrait si quelqu'un essayait de la contester.
Romain était la seule personne dans ma vie qui connaissait les grandes lignes de mes finances. Nous nous étions rencontrés quand j'avais commencé à l'entreprise de logistique, alors que je remboursais encore mes dettes d'étudiant et que je prenais des quarts de travail supplémentaires. Il travaillait comme analyste principal dans un autre département et faisait de la consultation à temps partiel, aidant les gens à démêler l'argent qu'ils avaient embrouillé. Après m'avoir écouté décrire une autre série d'aides temporaires pour ma famille, il m'avait une fois demandé de tout apporter dans un seul dossier. C'était la chose la plus proche que quelqu'un ait jamais faite pour me dire que j'avais le droit de fixer des limites. J'ai fait défiler les conversations familiales et j'ai ouvert notre dernière conversation. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier pendant une longue minute avant que je ne tape une question. Je lui ai expliqué en gros ce que j'avais fait ce soir-là et j'ai demandé si ces changements étaient suffisants pour retirer mon nom des endroits où il n'aurait jamais dû être et ce que je devais encore faire pour me protéger. Je ne m'attendais pas à une réponse avant le matin. La réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Il a écrit qu'il ne pouvait pas donner de conseils juridiques formels par texto, mais d'après ce que je décrivais, arrêter les prélèvements était le seul moyen de pousser les autres adultes à prendre leurs responsabilités. Il a suggéré que j'appelle ma banque pendant les heures de bureau pour mettre des oppositions formelles sur tout ce qui était encore programmé depuis mes comptes et pour demander une confirmation écrite. Il m'a dit de télécharger tous les relevés montrant l'historique de qui avait été payé et d'où, et de sauvegarder des copies quelque part où ma famille n'avait jamais touché. À la fin, il a écrit une phrase qui a eu plus d'impact que n'importe quelle menace provenant des téléphones de ma famille. Si quelqu'un voulait accuser d'abandon, la trace écrite montrerait une décennie du contraire. J'ai relu cette phrase avant de verrouiller mon écran. Les textos venant de l'autre côté de la ville continuaient d'arriver, s'empilant dans des conversations invisibles. J'ai laissé le téléphone face contre la table et je me suis assise près de la fenêtre. Dehors, la nuit entre une année et la suivante semblait enfin assez calme pour que je puisse m'entendre penser. Le lendemain, en fin de matinée, j'ai choisi un endroit où je pouvais partir sans que personne ne bloque la porte. Il y avait un petit restaurant sur la presqu'île, des comptoirs ébréchés et du café à volonté, le genre d'endroit où les gens s'occupaient principalement de leurs propres affaires. J'ai pris une banquette le long du mur face à l'entrée et j'ai enroulé mes mains autour d'une tasse jusqu'à ce que la chaleur les stabilise. Sylvie est entrée la première, les yeux balayant la pièce comme si elle s'attendait à ce que de mauvaises nouvelles soient imprimées au-dessus de ma tête. Philippe a suivi, la mâchoire serrée et son manteau à moitié ouvert. Chloé est arrivée en dernier, toujours en train de faire défiler son téléphone, Léa tirée à ses côtés. Ils m'ont repéré et se sont dirigés ensemble vers la banquette, une unité si rodée que c'en était douloureux à voir. Ils se sont installés. Sylvie et Philippe se sont assis en face de moi, Chloé à côté de moi, Léa sur le bord extérieur où elle pouvait voir tous les visages. Pendant un moment, nous avons laissé le cliquetis des assiettes et le sifflement de la plaque de cuisson parler pour nous. Philippe a parlé le premier. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table, la voix basse mais vive. Il a dit qu'il était temps d'arrêter le jeu auquel je pensais jouer. Les hypothèques n'étaient pas un levier. Les prélèvements automatiques n'étaient pas des armes. Le paiement de la maison avait été rejeté. La société de location envoyait déjà des avertissements. Et les adultes ne faisaient pas des coups pareils qui mettaient en péril les toits et les contrats. Il a qualifié ce que j'avais fait d'imprudent. Les doigts de Sylvie tordaient le menu plastifié. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas dormi, que perdre la maison de ville la rendait malade, qu'elle ne reconnaissait pas la version de moi qui pouvait couper les ponts avec ses propres parents pour des sentiments blessés. Elle a présenté cela comme un moment de colère, et non comme la fin d'un long schéma. Chloé ne s'est pas embarrassée de retenue. Elle est allée droit au but pour la voiture. Elle m'a rappelé que le bail était à mon nom, que ma signature figurait sur chaque page, que si le paiement s'arrêtait, les agences de recouvrement s'en prendraient à moi en premier. Elle a dit qu'elle avait besoin de ce véhicule pour Léa, qu'elle ne se laisserait pas voir traîner son enfant dans quelque chose de vieux et peu fiable. Le message sous chaque phrase était le même, mon rôle était d'absorber les dégâts. Je les ai laissés parler. J'ai compté mes respirations, laissé chaque accusation atterrir et s'éloigner. Quand ils ont finalement fait une pause, attendant que je m'excuse ou que je recule, j'ai sorti un mince dossier de mon sac et je l'ai posé sur la table. Je l'ai ouvert vers eux. La première feuille montrait l'historique du prêt pour leur maison, une pile de virements prélevés sur mon compte au cours des 10 dernières années. Derrière se trouvaient les relevés de location pour le SUV, chaque paiement marqué comme « réussi », jusqu'à celui bloqué après que j'ai changé l'autorisation. Après cela venaient des pages récapitulatives de mon régime de santé,
listant les personnes à charge et les primes, des factures du programme périscolaire, et des factures de téléphone pour le forfait familial, chaque appareil étiqueté d'un nom. Personne n'a rien pris. Sylvie fixait les colonnes. Philippe fixait les dates. Chloé ne fixait que la ligne du bail où le dernier prélèvement avait échoué. Voilà ce que j'ai fait, ai-je dit. Pas une seule faveur. Pas de temps en temps. Pendant des années. Le regard de Philippe a lentement descendu la page. Il a demandé pourquoi je ne leur avais jamais dit le total, pourquoi je les avais laissés dans l'ignorance si c'était si lourd. C'était la première fois qu'il reconnaissait qu'il y avait un total. L'expression de Sylvie s'est refermée sur elle-même en voyant à quel point les relevés remontaient. Elle a commencé à dire qu'elle aurait aidé si elle avait compris, puis s'est arrêtée alors que les mots rencontraient les preuves devant elle. Chloé n'a pas quitté des yeux les relevés de la voiture. Elle a dit que si je me souciais de Léa, je devrais d'abord régler cette ligne et qu'il pourrait s'occuper du reste plus tard. Son attention était exactement là où elle avait toujours été, sur la chose qui la faisait paraître réussie. Léa était restée silencieuse, penchée sur un menu pour enfants avec un bout de crayon de cire. Au son de son nom, elle a levé les yeux, son regard passant du dossier à sa mère, puis à moi. « Je croyais que tu aimais payer pour les choses », a-t-elle dit du ton neutre que les enfants utilisent quand ils répètent un fait. Maman dit que tu le feras toujours parce que tu n'as pas vraiment ta propre famille. L'atmosphère autour de la table a changé. Chloé est restée immobile. La main de Sylvie s'est portée à sa bouche. Philippe a regardé la fillette comme si elle venait de lire un verdict. J'ai gardé mon attention sur Chloé. Et c'est pour ça, ai-je dit, que le paiement s'est arrêté. J'ai fermé le dossier, l'ai glissé dans mon sac et je suis sorti de la banquette. Personne n'a bougé pour me suivre alors que je passais devant le comptoir et que je sortais dans la lumière hivernale. 2 jours après le restaurant, les premières vraies réponses sont arrivées dans les enveloppes des autres. Des logos de banque bordaient les coins du papier blanc. Les noms de mes parents figuraient comme emprunteur, celui de ma sœur comme cliente, et le mien sur la ligne du compte qui avait alimenté leur solde. Le système s'adressait enfin à eux au lieu de me traiter comme la seule adulte dans la pièce. L'avis de prêt immobilier était direct. Un prélèvement programmé avait échoué. Des frais seraient ajoutés si aucun virement n'arrivait pendant la période de grâce, et si le compte glissait davantage, le prêteur contacterait les emprunteurs pour discuter des options. J'avais vu ce langage des années auparavant lorsque j'avais accepté d'aider. Ce qui avait changé, c'était ma volonté de laisser ces phrases atterrir là où elles devaient. Mon téléphone a réagi avant eux. Les textos de Chloé sont arrivés en rafale de longues chaînes d'accusations et d'exigences. Elle a écrit que j'essayais de ruiner sa vie pour un mauvais moment, qu'elle avait besoin de la voiture pour Léa, que j'avais tout gâché avec le prêt, le forfait, le club. Chaque solution dans son esprit était la même, j'appellerai, je réparerai, et je m'excuserai. Les messages de Sylvie étaient plus lents mais plus denses. Elle parlait du point où elle et Philippe avaient failli perdre la maison de ville, comment elle avait enfin dormi quand elle pensait que le prêt était stable, comment elle ne reconnaissait pas la fille qui pouvait regarder ses parents reculer. Sous tout cela se trouvait une seule croyance, un bon enfant retournerait dans le feu. Philippe a écrit le moins. Ses messages étaient directs, axés sur le devoir et la fierté. Les adultes honorent les accords. J'avais signé de mon nom, donc j'étais responsable. Faire marche arrière maintenant était égoïste. Il n'a pas mentionné que chaque signature était intervenue après un désastre que lui et Sylvie ne pouvaient pas démêler seuls. J'ai refusé de refléter leur ton. Quand ils disaient que je détruisais leur crédit, je répondais que j'avais passé plus d'une décennie à le protéger et que c'était à leur tour de parler à leurs prêteurs. Quand ils m'ont averti que les collectionneurs s'en prendraient à moi, j'ai répondu que je gardais des copies de chaque avis de virement et relevé assez pour montrer à n'importe qui exactement qui avait porté qui. Pendant les heures de bureau, j'ai suivi la liste que Romain m'avait aidé à construire. J'ai appelé ma banque et j'ai attendu au téléphone et subi des transferts jusqu'à ce que j'atteigne quelqu'un qui pouvait mettre des oppositions sur les prélèvements liés aux comptes familiaux. J'ai demandé une confirmation écrite pour chacun et j'ai stocké les fichiers à côté des relevés déjà sur mon ordinateur portable. La pile de documents a grandi rapidement. Ensuite, j'ai contacté la société de location. J'ai dit aux représentants que bien que mon nom figure sur le contrat, le véhicule vivait avec ma sœur et que les arrangements futurs devaient passer par elle. Ils ont noté le compte et ont répété la durée restante du contrat. J'ai noté l'heure,
la date et leur nom et j'ai glissé ce papier dans le même dossier. Pour le prêt immobilier, j'ai informé le gestionnaire que le compte à partir duquel il prélevait ne serait plus utilisé. La personne au bout du fil a calmement récité les conséquences des paiements manqués, frais de retard, défaut de paiement, potentiel d'actions plus lourdes. J'ai dit que je comprenais. Pour une fois, le prochain choix ne serait pas fait par moi. Derrière ces comptes principaux, des fils plus petits ont commencé à se défaire également. Le programme périscolaire a envoyé un rappel amical que les frais de scolarité de Léa étaient en retard et que sa place au club de codage serait suspendue si le solde restait ouvert. Mon portail d'avantages sociaux affichait discrètement la prochaine fenêtre où je pourrais retirer mes parents comme personne à charge et montrer en petits caractères qu'ils pourraient rester assurés s'ils choisissaient de payer eux-mêmes la prime complète. L'opérateur téléphonique a confirmé qu'à la fin du cycle de facturation, mon compte serait réduit à une seule ligne à mon nom et que chaque autre appareil aurait besoin de son propre forfait. Aucun de ces changements n'était dramatique en soi, bu ensemble, ils marquaient le début d'une vie où mon soutien n'était plus présumé. Alors que les jours passaient, le ton de ma famille a changé sans jamais atterrir sur une note honnête. La colère de Chloé s'est estompée alors qu'elle jonglait avec les appels des prêteurs. Sylvie oscillait entre supplier pour un peu plus de temps et promettre à nouveau qu'elle me rembourserait un jour. Philippe m'a averti que je le regretterais quand je serais plus âgé et que j'aurais besoin des gens que j'éloignais. La plupart des soirs, je cuisinais quelque chose de simple, je laissais mon téléphone sur le comptoir et n'ouvrais que les messages des institutions me demandant de confirmer les dernières étapes de la dissociation de mes comptes. Chaque fois que j'acceptais un changement, mon monde se rétrécissait d'un petit degré précis et non pas dans un vide, mais dans une forme qui ressemblait enfin à ma propre vie. Alors que l'hiver s'estompait, ma vie s'est installée dans une forme qui ne se pliait plus aux urgences des autres. Les dernières confirmations sont arrivées discrètement. Un courriel indiquait que la couverture de mes parents serait convertie s'ils choisissaient de payer eux-mêmes la prime complète. Un autre confirmait que le forfait téléphonique familial était désormais une seule ligne à mon nom. Un avis du programme périscolaire indiquait que le compte connecté à ma carte avait été fermé et que toute inscription future nécessiterait un nouveau payeur. Aucun de ces messages ne semblait dramatique. Ils se lisaient comme des reçus pour des choix que j'avais déjà faits dans ma tête. Mon téléphone a changé aussi. Le flux constant de messages de ma famille s'est réduit à un filet puis s'est arrêté complètement. Quelques dernières tentatives se sont glissées depuis de nouveaux numéros, une photo de la maison de ville semblant plus usée que dans mon souvenir, un instantané d'un arrêt de bus où Chloé attendait avec Léa, une photo d'une pile de lettres de prêteurs étalées sur la table de cuisine de mes parents. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas zoomé. J'ai laissé chaque image passer à travers le même silence qui m'avait suivi à la maison depuis ce brunch du Nouvel An. Mes journées sont devenues simples d'une manière qui semblait presque suspecte au début. J'allais au travail, je rentrais dans un endroit où personne d'autre que moi n'avait de clé, je cuisinais ce que je voulais et je regardais ce qui me plaisait sur des services que j'utilisais réellement. Quand l'argent quittait mes comptes, c'était pour des factures qui correspondaient à la vie devant moi. L'adresse de personne d'autre n'apparaissait sur mes relevés. Le nom de personne d'autre ne pesait sur mon crédit. Le dossier que j'avais montré au restaurant vivait maintenant dans le tiroir du bas de mon bureau, associé à un disque dur de sauvegarde contenant les mêmes enregistrements. Je le gardais non pas parce que je prévoyais de me battre avec qui que ce soit, mais parce que j'avais enfin compris que me protéger n'était pas la même chose qu'attaquer ma famille. C'était simplement refuser d'être effacé par l'histoire qu'ils préféraient raconter. Des nouvelles me sont parvenues de manière indirecte. Un ancien voisin a mentionné que mes parents avaient parlé à la banque eux-mêmes pour la première fois et essayaient de refinancer à des conditions correspondant à leurs revenus réels. Quelqu'un de l'ancien cercle social de Chloé a dit qu'elle conduisait maintenant une berline plus ancienne, une qu'elle pouvait gérer sans la signature d'une autre personne. Léa avait été transférée à l'école publique du coin de la rue et, selon la même rumeur, semblait s'en sortir parfaitement bien. Rien de tout cela ne m'a donné envie de renouer le contact. Le but n'avait jamais été de leur donner une leçon pour ensuite revenir une fois qu'ils se comporteraient bien. Le but était de sortir d'un rôle qui m'avait englouti tout entière et d'y rester, même s'ils réalisaient enfin ce que cela avait coûté. Un soir frais, quelques mois plus tard, je me tenais dans ma cuisine avec la fenêtre entr'ouverte, écoutant le trafic rouler dans la rue en bas. L'appartement sentait les légumes rôtis et le savon. Mon téléphone était posé sur le comptoir, face visible, sans chiffre rouge exigeant mon attention. Pour la première fois de ma vie, je pouvais décrire ma vie sans commencer la phrase par le nom de quelqu'un d'autre. J'ai pensé à la voix de Léa au restaurant, répétant ce qu'elle avait entendu à la maison comme si c'était un fait.
J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais dit qu'être utile était la même chose qu'être aimé, que porter le poids en silence me rendait forte au lieu d'invisible. J'ai pensé à la facilité avec laquelle ma propre mère m'avait effacé de la famille d'un seul message, convaincu que je continuerais à payer tout en restant à la porte. Ce que j'ai finalement compris, c'est ceci, l'argent n'achète pas l'amour, mais la manière dont les gens traitent vos sacrifices vous dit exactement comment ils définissent la famille. Si votre valeur ne compte que lorsque vous résolvez des problèmes, alors vous n'êtes pas un membre de leur famille. Vous êtes une ressource. S'éloigner de cela n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Si quelqu'un qui regarde ceci se trouve dans la même position que moi, portant la vie de tout le monde pendant qu'on vous traite de déchets, j'espère que mon histoire vous donnera la permission de regarder les chiffres et le comportement côte à côte. Demandez-vous qui vous réclamerait encore si votre nom disparaissait de leur papier. Ensuite, décidez ce que faire partie d'une famille signifie pour vous, pas seulement ce que cela coûte. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cela vous a fait réfléchir à vos propres limites,